C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Voici les titres de votre édition d'information. Le Gabon abrite depuis le 8 juillet dernier et ce jusqu'au 14 du mois en cours la première édition du sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirante. Dans cette édition d'information, Sidonie Flore Oé, la présidente du comité d'organisation de ce sommet, nous donnera les grandes lignes. Le directeur général de la SEG, Bernard Gervais de Souza, nous donnera les raisons de la perturbation dans le réseau de distribution d'eau potable à Libreville depuis le week-end dernier. Ensuite, nous irons à Francéville, dans le Haut-Ogooué, où le gouverneur de la province Eloanzondo a procédé au parrainage de la première édition du mariage collectif des agents des forces de défense. Avant d'ouvrir les pages musulmanes et internationales, Djibril Wanya, notre consultant sportif, nous parlera du championnat de la Ligue de basketball de l'Est hier et nous irons ensuite en Égypte pour faire le bilan des huitièmes de finale et les enjeux des quarts de finale. 5000, c'est le chiffre de notre rédaction. C'est un effectif qu'on vous présentera avant d'inviter Adiza Adamou et Sono Idaibinga. Radio Nour, il est 16h. Le Gabon abrite depuis le 8 juillet et ce jusqu'au 14 du mois en cours la première édition du sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes, organisée en partenariat avec le gouvernement sur le thème « Le renouveau pragmatique de l'autonomisation de la femme par l'exemple ». Fin de citation. La présidente du comité d'organisation, Sidonie Flore Oé, nous en parle. Cette semaine, nous allons recevoir les femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes autour des thématiques choisies par toutes ces femmes qui sont en fait le résumé des différentes thématiques que nous avons épluchées au cours des précédentes rencontres dans les autres pays. Aujourd'hui, nous voudrions faire un sursaut sur l'autonomisation en la rendant plus pragmatique et à l'africaine. Une femme leader, c'est celle-là qui a une vision, mais une vision d'intérêt général, pas une vision pour l'amélioration de sa vie, plutôt pour mettre en place des conditions amélioratives par rapport à une situation vécue. Et puis, les actions qu'elle pose sur le terrain ou les activités qu'elle mène doivent forcément avoir un effet sur le groupe. C'est en cela qu'elle va inspirer les bénéficiaires de ces actions à faire comme elle. Dans nos pays africains, chacun se réveille un matin et se dit leader. Non, le leader, c'est celui qui a déjà quelque chose en lui, qui a une vision par rapport à cette chose et qui donne cette chose aux autres. Dans un seul but, le but d'améliorer leurs conditions. C'est ça la femme leader et inspirante à notre sens. Ce que nous avons constaté au niveau de l'Afrique et eu égard aux différentes thématiques développées dans d'autres pays, que la question de l'autonomisation ne trouve pas encore son essence. Les femmes n'arrivent pas à la rendre plus effective et donc on considère qu'il y a des blocages. Notre rencontre va donc faire en sorte que ces blocages-là soient dépassés pour que nous puissions, dans une mesure certaine, contextualiser les stratégies de l'autonomisation et également culturaliser, les rendre plus adaptés à nos cultures africaines. Nous mettons ce sommet sous le sceau de l'exemplarité, donc du leadership. Parce qu'il faudrait que les femmes leaders puissent véritablement impacter pour bouger les lignes, pour qu'on arrive à une autonomisation réelle et multisectorielle. Il faudrait qu'on sorte donc du phénomène de l'assistanat pour se prendre en charge, quelle que soit sa situation. Tout doit être dans le mental et chaque fille doit, au cœur donc de son action, au cœur de sa vie, se dire je dois réussir et se donner comme leitmotiv la réussite. Donc la responsabilité d'un côté, les moyens psychologiques de l'autre côté et la réussite est au bout du rouleau. Le sifflet 2019 vise à mettre en place une forme de solidarité des femmes leaders d'Afrique. C'est pour créer un forum d'échange, de compétences, de pratiques africaines afin d'asseoir la coopération sud-sud entre les différents pays africains par le canal des femmes.
Vous venez d'écouter à l'instant Sidonie Flore Oé, la présidente du comité d'organisation de la première édition du sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirante, un sommet qui se tient à Libreville du 8 juillet au 14 juillet prochain sous le thème le renouveau pragmatique et l'autonomisation de la femme par l'exemple. De nombreux Librevillois étaient privés d'eau potable au robinet depuis la fin du week-end dernier et pour nous expliquer cette perturbation dans la distribution du précieux liquide, je vous propose d'écouter le directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, Bernard Gervais de Souza. Nous avons enregistré un incident d'une certaine gravité à notre station de traitement d'eau de Ntoum. Cet incident, nous l'avons enregistré dès le vendredi, qui s'est manifesté par une fuite d'eau. Compte tenu de l'environnement de cette fuite, nous avons commencé à creuser à la main. Et puis, nous avons continué samedi toute la journée. Et dimanche, quand on avait creusé un trou d'une certaine ampleur et qu'on avait vu que la fuite était véritablement importante, nous avons donc dû arrêter nos installations afin de procéder à des réparations parce que cette fuite menaçait nos infrastructures et aurait pu conduire à une situation beaucoup plus grave. Les installations ont été remises en service progressivement. Vous savez, quand vous arrêtez une station pour quelques heures, vous arrêtez non seulement le pompage mais également le traitement. Donc nous avons commencé par relancer le traitement. Les Librevilloises et Librevillois devraient voir les choses s'améliorer. À l'instant, Bernard Gervais de Souza, le directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui expliquait les raisons de la perturbation de distribution d'eau potable à Libreville. On va dans le Haut-Ogooué à présent. Le samedi 6 juillet dernier, le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Éloi Nzondo, a lancé la première édition du mariage collectif des agents des forces de défense. Des mariages célébrés par le premier adjoint au maire de la commune de Francéville. Rappelons que c'est à la suite d'une séance de travail entre le gouverneur du Haut-Ogooué et la Fédération des associations des épouses des personnels des forces de défense de la province, conduite par Madame Nyamangong, épouse du colonel Dieudonné Nyamangongo, commandant de la 4e région militaire, que tout a été rendu possible. C'est au total 23 couples des différents corps de toute la commune de la province qui ont dit oui devant parents, amis et connaissances à la place des fêtes de la commune de Francéville. 5000, c'est le chiffre de notre rédaction. Il faut savoir que 5000 jeunes Gabonais se familiarisent avec les métiers agricoles. C'est à l'occasion de la 2e édition des vacances agricole. Avec notre consultant sportif, on parle du championnat de la Ligue de basket de l'Estuaire. Assalamu alaikum Djibril Wanya. Assalamu alaikum barakatuh Maël. On va effectivement parler du championnat de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Il faut dire qu'après la calmie obtenue liée au rapport tendu entre la Fédération gabonaise de basketball et la Ligue de basketball de l'Estuaire, les compétitions domestiques ont repris leur cours normal. Au plateau du National Basketball d'AONG se jouent les championnats mixtes juniors, masculins et seniors féminins sous le regard des membres de la Ligue qui étend ses activités au plateau sportif Don Bosco pour les minimes cadets et au gymnase du lycée national Léomba pour les élites. On écoute à l'instant Dorlan Bonango, le président de la Ligue de basketball de l'Estuaire. La compétition se déroule très bien depuis qu'on a commencé à lancer. Au niveau des petites catégories, on est déjà dans la phase, quasiment la phase finale. Donc on prépare les finales pour le 13. Au niveau des autres catégories, ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est du côté d'AONG parce que la Ligue de basketball l'Estuaire a vocation de se rapprocher justement de ses licenciés. Et donc nous avons, comme on l'a fait pour Ovendo et Don Bosco à Okala, on a décidé cette année aussi d'exploiter le terrain d'AONG pour permettre justement à la Ligue d'être plus proche de ses licenciés. C'est trop combien de compétitions? Donc ici, on va dire, ici on a principalement les catégories juniors, donc junior mix, donc ce qu'on appelle la Maxi League, et la catégorie Supra, donc les seniors. Donc Don Bosco, on l'a utilisé principalement pour les catégories, pour les petites catégories, donc les minimes, la Capitale Assurance et les U19 en féminin.
On sait que vous êtes en fin de saison. C'est quoi le programme pour les finales? On sait qu'il y a des finales prévues pour le 13. Donc le 13, nous avons les premières finales, donc les finales qui vont concerner les catégories minimes, cadettes et U19 femmes. En même temps, ce sera jumelé avec la finale de la Business League. Et juste après la Coupe du Gabon, on aura les playoffs des catégories juniors et les playoffs seniors. Ouais, il faut dire que la Business League est une compétition qui désormais va se positionner comme la locomotive des activités de la Ligue de basketball de l'Estuaire, car c'est elle qui assure le financement de certaines activités de cette ligue via un partenariat communautaire dans le développement du basketball. On reste dans le sport avec Jibril Ouania. Après la Ligue de l'Estuaire, on va faire un tour du côté du Caire en Égypte pour parler du bilan de la 8e de finale. Oui, les 8e de finale nous ont donné beaucoup de surprises, dont la première était directement au premier match. Les écuries du Bénin, comme on l'avait dit ici, ont pu surprendre les Lions de l'Atlas du Maroc après un but partout. Les Béninois se sont imposés au tir au but 4-1. L'Ouganda, qui était aussi attendu pour faire une surprise, n'a pas pu la faire devant le Sénégal de Sadio Mané, qui l'a emporté par la plus petite des marques, 1-0. Le duel des gladiateurs entre les Super Aigles du Nigeria et les Lions indomptables du Cameroun s'est soldé par la victoire des Nigérians par le score de 3-2. Il faut dire que ce fut une rencontre à plusieurs rebondissements. Les pharaons d'Égypte à domicile ont constitué la deuxième grosse surprise de ce 8e de finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Les Bafana d'Afrique du Sud surprennent à la 84e minute les pharaons d'Égypte. Il faut dire que ce match avait été officié par le Gabonais Eric Otogo Castagne et qu'il était crédité d'une bonne prestation selon les spécialistes en la matière. Madagascar réalise une autre surprise en venant à bout de la République démocratique du Congo. 2 buts partout au temps réglementaire, 4-2 pour les Malgaches. L'Algérie, pour sa part, ne joue pas les pronostics. Elle confirme les sondages. Les Fennecs d'Algérie s'imposent 3-0 très largement devant le Syrie national de Guinée. Les Aigles du Mali tombent pour leur part devant les Éléphants de Côte d'Ivoire 1-0. Et hier, la rencontre des Aigles de Carthage de Tunisie et des Black Stars du Ghana. Victoire des Tunisiens au tir au but, 5-4. J'y viens. Après un but partout au temps réglementaire, il faut dire que le technicien français Alain Giresse a marqué de son empreinte de cette rencontre en effectuant un changement à la dernière minute de prolongation de gardien qui a permis à cette équipe de Tunisie de se qualifier. Le plateau, sinon le tableau des quarts de finale, donne les rencontres suivantes. Mercredi 10 juin, on jouera au stade du Caire lorsqu'il sera 17h heure de Libreville. Les Lions du Sénégal vont affronter les écuries du Bénin en deuxième heure. Le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud lorsqu'il sera 20h. Le jeudi 11 juillet, la Côte d'Ivoire sera aux prises au Fennec d'Algérie à 17h. Ce sera dans la ville de Suez. Et Madagascar au Caire aura fort à faire avec les Aigles de Carthage de Tunisie. Maël, il faut dire que dans cette Coupe d'Afrique, il y a plusieurs points, désormais plusieurs enseignements qu'il faut tirer. On parle déjà de ballon d'or africain. Sadio Mané va avec les faveurs de pronostic, mais il est talonné par la performance honorable de l'Algérien Riyad Mahrez, qui avec 2 buts et plusieurs passes décisives se positionne effectivement comme un potentiel client à ce sésame africain. Il faut se dire qu'au classement du buteur, Adam Ounas, Cédric Bakambo, Adiongi Igalo du Nigeria, Sadio Mané sont en tête des classements des buteurs avec 3 buts. Ils sont suivis par le Béninois Michael Poté, Wilfried Zaha de la Côte d'Ivoire et Coloris Andriama Tinoro de Madagascar avec 2 buts. Alors on peut dire une CAN 2019 pleine de surprises, Djibril, à ce niveau de la compétition où la Grande Île a su inscrire son nom en lettres d'or pour une première participation. Oui, une inscription en lettres d'or pour les Malgaches, rehaussée par la présence de Anjo Radjoline, leur président, qui effectivement, je pense, a pris une part active dans cette épopée malgache. Mais à côté de Madagascar, il ne faut pas oublier les écuries du Bénin, qui n'étaient pas attendus eux aussi à ce stade de la compétition, au même titre que les Bafana d'Afrique du Sud, qui n'avaient pas encore passé ce cap depuis déjà 3 éditions. Et donc, on va effectivement espérer que ces équipes puissent continuer à développer le suspense, car ce sont les surprises qui remplissent les poches de ceux qui font les pronostics dans le domaine du sport.
On va souhaiter beaucoup de succès à toutes ces équipes et on espère se retrouver dans les tout prochains jours pour la suite de ces analyses. Merci Djibril Wanya. Invitons à présent Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoquera avec Andrea Seko les rites du Hajj. On parlera également de la société israélienne G4S qui gagne le marché de la sécurité du pèlerinage 2019 à la Mecque. Et on termine en Israël où des tunnels, précisément 6, ont été découverts entre la frontière israélienne et libanaise. On démarre l'actualité musulmane du jour avec un reportage d'Andrea Seko sur le Hajj que je vous invite à écouter. Dans quelques jours, des centaines de millions de musulmans venus des 4 coins du monde entameront leur grand pèlerinage. Ce parcours en plusieurs étapes commence par la visite de la ville sainte de l'islam, la Mecque, située à l'est de l'Arabie saoudite. Ce voyage spirituel est un acte d'adoration qui tire ses origines dans le passé. Comme vous le savez tous, le pèlerinage c'est l'un des piliers de l'islam, parmi les 5 piliers de l'islam. Le pèlerinage c'est une adoration que Allah légifère dans l'islam. Alors c'est une adoration qu'on doit effectuer exactement comme Allah recommandait subhanahu wa ta'ala. Il est dans un verset Coran, Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. C'est Allah qui a prescrit le pèlerinage sur les gens qui en ont la possibilité. Et Dieu merci, le messager d'Allah qui a envoyé envers nous, il a effectué un pèlerinage pour montrer l'exemple, le modèle à suivre sallallahu alayhi wa sallam. Comme toute adoration, on ne fait pas par hasard, on fait selon la trace que Allah a tracée et la manière que son messager a fait sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Au titre des rites à accomplir, un geste qui n'est pas anodin et qui retrace la triste histoire du prophète Ismaël et sa mère. Et cette tour aussi qu'on fait là-bas est en particulier. Lorsque Hajar a laissé cet enfant dans le désert pour aller chercher les gens des caravanes qui passent, s'il peut trouver l'eau, ou bien chercher les sources d'eau, elle est partie sur le mont de Arafat, guettait, il n'y a personne. Elle a descendu pour marcher jusqu'à le deuxième mot qu'on appelle Marwa, pour aller encore guetter. Elle a fait 7 tours, aller, va et vient, pour regarder est-ce qu'il y a des gens. Elle n'a pas trouvé personne. Et à cause de cette tour que la femme l'a marché entre Safa et Marwa, là, que les gens aujourd'hui en train de suivre, Allah dit, lorsque nous sommes à la Mecque, il faut aller vers le Safa et Marwa. Voilà, c'est ce qu'on est en train de compter jusqu'à aujourd'hui. Ces 7 tours ont été instituées par la charia et ceci grâce à une sagesse d'Allah. Le musulman doit se soumettre à ce qu'Allah a prescrit dans le Coran ou par le biais des paroles de son messager. Son acceptation de ces décrets ne doit pas dépendre de la connaissance de la sagesse de ce qu'Allah a rendu légal, que cela concerne le nombre de tours ou le nombre de rakas pour la prière ou autre chose. Merci Andrea Seko pour ce reportage. Merci également à l'imam Ousmane Ba d'avoir apporté des informations importantes à ce sujet. Toujours en rapport avec le Hajj, on poursuit l'actualité musulmane à la Mecque avec la société israélienne G4S qui remporte le marché de la sécurité du pèlerinage 2019. Le site marocain Panora Post révèle que la société israélienne G4S a remporté Maël le marché de la sécurité pour le pèlerinage 2019 à la Mecque. Et d'après un autre média, le ministre en charge du pèlerinage à la Mecque a officiellement annoncé que la filiale saoudienne de la puissante société de sécurité israélienne qui opère en toute discrétion depuis 2010 a été choisie pour gérer la responsabilité des questions de sécurité concernant le pèlerinage à la Mecque. Outre le périmètre de Jeddah, la société israélienne est chargée du périmètre de sécurité de l'aéroport de Dubaï aux Émirats. Rappelons aussi que le pèlerinage à la Mecque concentre plus d'1 million de fidèles et suscite l'inquiétude de certains organisateurs. Est-ce que cette société pourra ainsi disposer des relevés d'identité de tous les fidèles, de même que de ceux des dizaines de milliers de passagers en transit à Dubaï? Voici la question que se posent ces derniers. Et on clôture l'actualité musulmane entre la frontière d'Israël et celle du Liban où des tunnels ont été découverts récemment. 6 tunnels qui passent sous la frontière entre le Liban et Israël ont été découverts et neutralisés par l'armée israélienne ces derniers mois. Et d'après Israël, il s'agit de tunnels offensifs percés par le Hezbollah pour prendre les troupes israéliennes
à revers. La population locale israélienne qui avait averti les autorités après avoir entendu le bruit des travaux de percement affirme se sentir en sécurité le long de la frontière. Voilà Maël, l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et surtout merci à nos fidèles auditeurs d'avoir choisi Radio Nour. Merci à Adiza Adamo et Sono. Invitons à présent Ida Ibinga à nous faire le condensé de l'actualité à l'international. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. En Afrique, on parle de l'accord sur la transition au Soudan. C'est une avancée historique. On parle dans cette actualité du nucléaire iranien. Paris joue le rôle de médiateur entre Téhéran et Washington. On la referme avec le département d'État américain qui approuve une importante vente d'armes à Taïwan. Le développement des titres tout de suite. On ouvre notre actualité internationale avec l'accord sur la transition au Soudan. C'est une avancée historique. Après des mois d'incertitude et de graves violences, les généraux du Conseil militaire qui dirigent le Soudan et l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de contestation, sont parvenus tout de même à un accord sur le parrainage des médiateurs de l'Union africaine et d'Éthiopie. C'est dans ce même optique que les deux camps se sont entendus sur le partage du pouvoir au sein du Conseil souverain. Ajoutons que l'organe qui dirigera la transition pendant environ 3 ans, jusqu'aux élections, l'accord devait être paraphé avant la fin de la semaine. Le document est en train d'être finalisé sous les yeux du médiateur Mohamed Hassan Ould Lebat, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour ces négociations. Je vous propose d'écouter ces textes. Je pense que c'est une avancée historique parce que le fait de pouvoir ramener les parties à la table de négociation et que les deux forces adoptent un accord consensuel a été quelque chose qui n'était pas facile, vous le comprenez bien, et donc c'est quelque chose de très important. D'abord, c'est un accord équilibré qui fait une part raisonnable à chacune des forces. Les militaires ont déclaré qu'ils ne veulent absolument pas rester au pouvoir au-delà de la période de transition. Dans l'accord, je ne divulgue pas un secret, il est clairement stipulé que ceux qui participent à des organes de la transition ne pourraient se représenter ni aux élections présidentielles ni aux élections législatives. Cela s'applique évidemment aux membres militaires du Conseil de souveraineté. Les partis ont réellement la volonté de s'engager dans un accord qu'elles ont l'intention d'appliquer. C'était les propos de M. Mohamed Hassan Ould Lebat. L'actualité, on parle aussi du nucléaire iranien. Paris joue le rôle de médiateur entre Téhéran et Washington. La France est à la manœuvre dans le dossier iranien. Le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, se rend en Iran ce mardi alors que la République islamique, étranglée par ces sanctions américaines, vient d'annoncer, voire dépasser les limites d'enrichissement d'uranium imposées par l'accord sur le nucléaire signé en 2015. Cependant, la mission est compliquée. Mais Paris n'a pas le choix entre Iraniens et Américains. Il faut absolument calmer les tensions. En retenant que le canal de la communication est ouvert et le président Emmanuel Macron mène un dialogue de qualité aussi bien avec Washington que Téhéran. En refermant notre actualité internationale aux États-Unis, le département d'État américain a approuvé la vente pour plus de 2 milliards de dollars d'équipements militaires à Taïwan. En effet, le Congrès américain dispose d'un mois pour examiner la transition, mais ne devrait pas s'y opposer. Notons également que les États-Unis sont les principaux fournisseurs d'armes de Taïwan, mais c'est la plus importante vente d'armes américaines à l'île depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le président s'est félicité dimanche dernier du bon déroulement de négociations commerciales avec la Chine, mais l'annonce de cette possible vente d'armes à Taïwan risque de sérieusement tendre les relations entre les deux pays. Merci Maël, merci fidèle lecteur, c'est tout pour cette page internationale. Assalamu alaikum à Paturel Minsa pour avoir assuré la mise en onde. Assalamu alaikum à Ida Ibinga, Adiza Adamou et Djibril Wanya pour avoir participé à la préparation de votre journal présenté par Maël Manomba de Mouabi comme chaque jour. Assalamu alaikum sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, il est 16h.